François Rabelais, Gargantua et Pantagruel, l'abbé de Thélème, chapitre 57, analyse, résumé, commentaire littéraire. François Rabelais, érudit de la Renaissance. François Rabelais est un écrivain français humaniste de la Renaissance. Les multiples facettes de sa personnalité semblent parfois contradictoires, ecclésiastique et anticlérical, chrétien et libre penseur, médecin et bon vivant. François Rabelais est un érudit de la Renaissance, versé aussi bien dans la médecine que dans le droit ou la philosophie. Il témoigne dans son œuvre d'une curiosité insatiable et fait l'éloge du savoir, illustre représentant du vrai pays et abysse de encyclopédie. Ces romans font la part belle aux discussions érudites, aux étalages de sources et aux querelles savantes. L'admiration des anciens le pousse à multiplier les allusions à l'histoire ou la mythologie antique, celles-ci intégrées de manière vivante à la quête pantagruélique. Sa connaissance du latin classique, du grec et de l'hébreu témoigne de son appartenance à l'humanisme. Il recommande ainsi Cicéron comme modèle et révèle un goût prononcé pour Pline l'Ancien, Plutarque et Ovide. Sur la permanence du Moyen-Âge, Rabelais est un homme de la Renaissance et il apparaît à première vue comme un contempteur des temps médiévaux qui avait mis à destruction toute bonne littérature, mais son œuvre reste néanmoins imprégnée de cet héritage. La critique de la scolastique médiévale, telle qu'elle se présente dans Gargantua, existe déjà au XVIIe siècle et démontre que l'écrivain en maîtrise les codes et techniques de discours. Des théories médiévales s'accordent avec les conceptions pédagogiques, politiques ou religieuses qui se dégagent de son roman. Rabelais est l'un des premiers romanciers modernes. Son œuvre participe à la redéfinition du genre romanesque par son caractère polyphonique, accordant une place importante au narrateur et intégrant dans sa composition de multiples traditions littéraires pour mieux les détourner. La polyphonie comprend également l'intégration de multiples genres dans le récit, des historiettes facétieuses, des anecdotes relevant aussi bien de l'exemple médiéval que de l'allusion antique, la fable aux implications éducatives ou aux connotations paillardes, plusieurs formes de poèmes. Rabelais est pris dans la tourmente religieuse et politique de la Réforme. Il se montre à la fois sensible et critique vis-à-vis des grandes questions de son temps. Par la suite, les regards portés sur sa vie et son œuvre ont évolué selon les époques et les courants de pensée. Rabelais est l'admirateur d'Erasme. Maniant la parodie et la satire, il lutte en faveur de la tolérance, de la paix, d'une foi évangélique et du retour au savoir de l'Antiquité gréco-romaine par-delà ces ténèbres gothiques qui caractérisent selon lui le Moyen-Âge, reprenant les thèses de Platon pour contrer les dérives de l'aristotélisme. Il s'en prend aux abus des princes et des hommes d'église et leur oppose d'une part la pensée humaniste évangélique, d'autre part la culture populaire, paillarde, rigolarde, marquée par le goût du vin et des jeux, manifestant ainsi une foi chrétienne, humble et ouverte, loin de toute pesanteur ecclésiastique.
Le réquisitoire qu'il fait à l'encontre des théologiens de la Sorbonne et ses expressions crues parfois obscènes lui attirent les foudres de la censure des autorités religieuses. Il partage avec le protestantisme la critique de la scolastique et du monarchisme, mais le réformateur religieux Jean Calvin s'en prend également à lui. Il écrit Pantagruel et Gargantua, œuvres majeures qui tiennent à la fois de la chronique, du conte avec leurs personnages des géants, de la parodie héroïque-comique, de l'épopée et du roman de chevalerie et qui préfigurent le roman réaliste, satirique et philosophique. Ces livres sont considérés comme une des premières formes du roman moderne. L'œuvre. L'œuvre de Rabelais se compose de 5 livres. Le premier a le titre Gargantua et les 4 autres Pantagruel, dont le titre complet est La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composé par M. Alcofriba. Le pseudonyme Alcofriba Nazier est l'anagramme de François Rabelais. Abstracteur de quintessence, livre plein de pantagruélisme ou plus simplement Gargantua. Gargantua a été écrit après Pantagruel mais placé en premier par Rabelais. Grangousier, Gargantua et Pantagruel sont des rois et des géants qui règnent en utopie, près de Chinon. Rabelais raconte leur enfance et fait le procès à l'éducation qu'on donnait de son temps. On va apprécier en Rabelais le penseur sérieux qui est en avance sur son siècle. Grangousier est un roi paisible attaqué par le roi Picrochole. Pour conserver la paix, le roi d'Utopie est forcé d'avoir recours aux armes. Picrochole est battu, mais le vainqueur, loin d'abuser de sa victoire, respecte le territoire ennemi et rend la liberté aux prisonniers sans rançon. C'était une protestation contre les horreurs et les injustices de la guerre. Le moine, frère Jean des Antomeurs, est l'un des plus vaillants champions de l'armée de Grangousier. Il s'arme du bois de la croix, mais son front en échappe et tombe à bras raccourcis sur les paillards et en laisse sur le terrain 13 622, sans les femmes et les petits enfants, cela s'entend toujours. Pour récompenser le moine, Gargantua lui offre une abbaye qu'il a préservée du pillage. Frère Jean refuse, mais il demande de fonder une abbaye à son gré. C'est la fameuse abbaye de Thélème, véritable paradis terrestre où règne la liberté absolue, la joie, l'étude, les honnêtes délassement, et sur la porte est gravée la devise « Fais ce que tu voudras ». On y entre et on en sort à volonté. C'était le rêve d'un ami de l'humanité. Pantagruel. Le livre Pantagruel raconte sur un monde burlesque la vie du héros éponyme, reprenant la trame des romans de chevalerie, naissance, éducation, aventure, guerre. Pantagruel est le fils géant de Gargantua et de Badebec. Après une enfance placée sous le signe d'une faim insatiable et d'une force démesurée, il entreprend le tour des universités françaises. À Paris, l'épisode fameux de la librairie Saint-Victor écorne les adversaires des humanistes au travers d'un catalogue imaginaire. La lettre de Gargantua rend un hommage vibrant à la renaissance du savoir par-delà le Moyen-Âge, exhortant son fils à devenir un abbé de science. Panurge est le fidèle compagnon de Pantagruel. Il vient avec les farces cruelles,
les tours pendables et les bouffonneries. Les Dipsodes, gouvernés par le roi Anarche, envahissent l'utopie sur laquelle règne Gargantua. Pantagruel part en guerre. Lui et ses compagnons triomphent de leurs ennemis par des ruses invraisemblables, pièges de cordes pour faire sauter les chevaliers, livraison de forbes et de coconuts pour assoiffer l'ennemi contraint de boire, puis Pantagruel triomphe de loup-garou et de 300 géants et prend possession des terres des Dipsodes. Gargantua. Gargantua, longtemps jugé mieux construit que Pantagruel, s'en démarque moins par une supériorité stylistique que par son didactisme plus prononcé. Dans son célèbre prologue, l'auteur avertit ses lecteurs de ne point s'arrêter au son littéraire, mais d'interpréter le texte au-delà de son appartenance frivole et de chercher la substantifique moelle de ses écrits. Il multiplie les allusions aux événements et les interrogations de son époque. Le récit commence par annoncer la généalogie du héros, puis la grossesse de Gargamel, mère de Gargantua. Au fur et à mesure qu'il grandit, le géant se révèle ingénieux, en particulier lorsqu'il invente le torchecul, ce qui convainc son père Grand-Goutier de lui trouver un précepteur. Il subit alors une éducation formaliste fondée sur un apprentissage mécanique, ce qui met en cause l'enseignement de la Sorbonne. On lui impose d'apprendre des traités par cœur et à l'envers, et on lui lit une série d'ouvrages de scolastique médiévale. L'entrée en scène du précepteur Ponocrate est l'occasion d'introduire les idées humanistes en matière de pédagogie, substituant la rhétorique argumentative au procédé syllogistique. Gargantua, son nouveau maître, et le page Eudémon sont envoyés à Paris au moyen d'une gigantesque jument. La curiosité des Parisiens contraint le prince à se réfugier sur les tours de Notre-Dame avant de submerger la foule de son urine. Gargantua, ayant dérobé les cloches de la cathédrale afin d'en faire des grelots pour sa monture, le sophiste Janutus de Bragmardo déclame une harangue maladroite pour qu'il les restitue, tournant involontairement en ridicule le style des Sorbonnards. Gargantua se livre aussi bien à des exercices intellectuels que physiques, apprenant à manier les armes comme à jouer de la musique. Le roi Picrocole décide de partir en guerre. L'attaque contre le clos de Sué échoue en raison de la défense de frère Jean des Entomeurs, moins haut en couleur, qui rejoint les compagnons de Gargantua. Le regret de Grand-Goutier de partir au combat et ses tentatives diplomatiques pour l'éviter rejoignent les convictions d'Erasme. Gargantua se montre clément et généreux envers ses alliés en leur offrant des seigneuries. Il ordonne la construction de l'abbaye de Thélème pour récompenser frère Jean, dont le nom signifie volonté dans le grec du Nouveau Testament. Cet édifice, à la forme d'hexagone, regorge de richesses par opposition à l'austérité traditionnelle en vigueur dans les ordres monastiques. Rabelais prônerait avant tout un retour aux valeurs essentielles du christianisme, se rattachant aux idées humanistes de son époque. La liberté des télémistes va paradoxalement de pair avec une vie presque toujours partagée. Ils sont bien naturés, c'est-à-dire vertueux, donc leur sens de l'honneur contrebalance la permissivité de la maxime. Pierre livre. Ici on voit les discours des personnages, en particulier du dialogue entre Pantagruel et Panurge, qui hésitent à se marier,
partagé entre le désir d'une femme et la crainte du coquillage. Il se livre alors à des méthodes divinatoires telles l'interprétation des rêves et la bibliomancie. Les caractères montrent une évolution significative. Panurge se révèle moins rusé et assez obtus dans sa prétention à retourner tous les signes à son avantage et dans son refus de prêter attention aux conseils qu'il sollicite. Pantagruel gagne en pondération, perdant de son exubérance de géant. Il décide finalement de prendre la mer pour aller interroger l'oracle de la dive bouteille. Les derniers chapitres se consacrent à la louange du Pantagruelion, plante aux vertus miraculeuses. Le quart livre. Ce livre relate le voyage de Pantagruel et de ses compagnons, partis afin d'interroger l'oracle de la dive bouteille, en réalité un prétexte pour l'exploration ou la simple évocation de 14 îles dont l'atmosphère fantastique laisse transparaître les tourments de l'époque. La première escale, l'île de Nedamoti, ouvre ainsi sur le merveilleux par une foire fabuleuse. Épistémon achète une peinture des idées de Platon, Pantagruel acquiert 3 licornes. L'aveu comique de Rabelais se vérifie ensuite par l'épisode des moutons de Panurge, lors duquel, marchand d'Inderno, perd la totalité de son bétail, ou lors de la satire carnavalesque des Chicanou, qui gagne leur vie en se faisant battre. L'étouffement au beurre de Bringuenari sur l'île de Togu et Bohu donne l'occasion d'un catalogue de morts extraordinaire. Par son sujet, il rejoint la discussion sur l'île de Macréon à propos des conceptions païennes et chrétiennes de l'immortalité de l'âme. L'auteur reprend un motif traditionnel de la culture médiévale par la guerre des Andouilles qui, alliés à Mardi Gras, attaquent Pantagruel parce qu'ils le confondent avec leur ennemi charisme prenant. La rivalité entre les papifigues, hostiles au Vatican, et les papimans, adulateurs du pape, témoignent les tensions religieuses. La langue représente un thème essentiel du récit de multiples reprises, notamment lors de la découverte des nations où le nom des habitants détermine leurs alliances et tient de parenté, et plus encore lors du prodige des paroles dégelées. Arrivé dans les eaux glaciales, l'équipage entend des sons sans en distinguer la provenance. Ce sont des paroles et des bruits restés emprisonnés dans la glace. Le refus de Pantagruel de conserver ces paroles en dénonce l'absurdité. Le langage ne se thésaurise pas, mais vit du contrat entre les locuteurs. L'allégorie de la femme est révérée par les ventriloques, les angastrimides et les gastrolates, obnubilés par leur ventre. Cette ambivalente adoration stimule l'intelligence, générant des inventions tantôt bénéfiques, agriculture, tantôt funestes, artillerie. Les protagonistes se repaissent à leur tour devant l'île de Chanef habitée par les hypocrites. Le banquet auquel ils se livrent rappelle la scène et affirme une confiance paisible en Dieu qui contraste avec les pointes satiriques adressées à l'Église. Ganabin, dernière île du roman, abrite les larrons incitant à ne pas accoster. Pantagruel fait tirer un coup de canon afin de faire peur à Panurge, réfugié dans la cale du navire. Ce dernier se conchit de peur avant de répliquer avec éloquence et gouillerie sur son courage et ses excréments. 5e livre. 9 années après la mort de Rabelais, paraît l'édition édition partielle du 5e livre
constitué de 16 premiers chapitres. Une version de 47 chapitres voit le jour 2 ans plus tard. Dès le XVIIe siècle, l'authenticité de ce dernier opus se trouve remise en question. Ce livre parle de la poursuite et l'aboutissement de la quête de la dive bouteille. Le récit alterne des épisodes satiriques et de pur exercice d'imagination sur une tonalité souvent plus violente que les précédents romans. Le passage dans l'île sonnante, puis l'île des Fermonts aux arbres à hasard et l'île de Cassade, évoquant les jeux de hasard, l'arrivée sur l'île de Chafouré brosse un portrait sombre d'injustice corrompue et versatile. La navigation mène l'équipage vers le royaume de la quintessence, pays où la reine Antéléchie cultive un art de la sagesse au raffinement subtil, voire excessif. Puis le groupe rencontre les frères Prédon, moines au formalisme rigide, prétendument austère et réjouisseur. Dans la terre d'illusion, qui est le pays de Satan, Ouidir dirige une école de rumeurs, d'opposition toute faite et de calomnie. Après ces étapes teintées d'opprobre, les protagonistes se voient guidés par un habitant du Lanternois vers le temple de l'oracle, recouvert d'une fresque bachique. Arrivée devant une fontaine, la prophétesse Bagbuc aide Panurge à recevoir le mot de la dive bouteille. Trench, ce qui signifie buvez, et par cette exhortation à boire incite à la recherche personnelle de la vérité. L'abbaye de Thélème, chapitre 57. Toute leur vie est organisée non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur vouloir et franc arbitre. Ils se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur venait. Nul ne les éveillait, nul ne les forçait ni à boire, ni à manger, ni à faire autre chose. Ainsi l'avait établi Gargantua. En leur règle n'était que cette clause: fais ce que voudras. Parce que les gens libres, bien nés, bien instruits, conversant en compagnie honnête, ont par nature un instinct et un équillon qui toujours les pousse à accomplir des faits vertueux et des éloges du vice, équillon qu'ils nommaient honneur. Quand une vie servitude ou une contrainte les font déchoir et les assourdissent, il emploie cette noble inclination par laquelle il tend librement vers la vertu à repousser et à enfreindre le joug de la servitude, car nous entreprenons toujours les choses défendues et convoitons ce qui nous est refusé. Grâce à cette liberté, ils entrèrent en louable émulation de faire ensemble ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Si l'un ou l'une d'entre eux disait « buvons », tous buvaient. S'ils disaient « jouons », tous jouaient. S'ils disaient « allons nous abattre au champ », tous y allaient. Si c'était pour chasser au vol ou poursuivre le gibier, les dames montraient sur de belles haquenets, portaient chacune un épervier ou un lanier ou un émerillon. Les hommes portaient les autres oiseaux. Ils étaient si noblement instruits qu'il n'y en avait aucun qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments de musique, parler 5 ou 6 langues et composer en ces langues autant en vers qu'en prose. Jamais ne furent vus chevaliers si preux, de si belle allure, si adroits à pied et à cheval, si vigoureux, plus alertes et plus aptes à manier toutes sortes d'armes. Jamais ne furent vues dames si élégantes, si mignonnes, moins acariâtres, plus adroites aux travaux manuels,
à la broderie et à toute occupation convenant à une femme honnête et libre. Pour cette raison, quand le temps est devenu qu'un membre de l'abbaye voulut en sortir, ou à la requête de ses parents, ou pour toute autre cause, il emmenait avec lui une de ses dames, celle qui l'avait pris pour son cavalier servant, et il se mariait. Et s'il avait vécu à Thélème en confiance et en amitié, encore mieux poursuivait-il cette existence dans le mariage. Ils s'aimaient à la fin de leur jour comme au premier jour de leurs noces. Commentaire littéraire. En récompense de sa bravoure, Gargantua propose plusieurs abbés à Frère Jean qui refusent, mais il accepte de fonder à son gré une abbaye dans le pays de Thélème, dont l'architecture est en partie inspirée des châteaux de Chambord et de Madrid. Dans l'éloge de l'abbaye de Thélème, la vie des moines y est ordonnée à la fois selon un idéal égalitaire et la volonté personnelle, comme l'illustre leur règle unique, fais ce que tu voudras. Il y a une population hors norme. Les hommes et les femmes vivent ensemble, aucune fortification n'entoure l'édifice et la pauvreté n'y existe pas. On y voit une origine noble, une élite de la société bien née, une excellente éducation bien construite, importance de l'éducation pour vivre dans cette abbaye. Les Thélémites possèdent des qualités sociales, conversant en compagnie honnête, et ils ont des connaissances dans divers domaines car ce sont des humanistes. Ils ont des activités raffinées comme par exemple chasse, lire, écrire, chanter, jouer d'instruments harmonieux, parler de 5 à 6 langages, comme une énumération de compétences, mais aussi des activités plus triviales, et bas au champ, boire. Les Thélémites ont par nature le sens de l'honneur et de la responsabilité. Leur qualité s'exprime aussi hors de l'abbaye. Dernier paragraphe, le chevalier devient le dévot de sa dame. L'homme lui démontre un total dévouement. Il se consacre à elle, il lui voue sa vie. Ce lieu a été à la fois interprété comme une anti-abbaye, une satire monacale, une utopie, un paradis terrestre, un modèle de raffinement et une école de préparation au mariage. Faisant écho à la lecture allégorique évoquée au début du roman, un poème remanié de Mélène de Saint-Gelais conclut le roman, l'énigme en prophétie. Gargantua y lit le déroulement de la volonté divine tardie que Frère Jean l'interprète comme une description du jeu de paume. Rabelais veut montrer cette abbaye d'une façon idéalisée. Par exemple, la population est idéale. Les hommes sont courageux, les femmes sont belles et toutes les personnes sont égales. Il n'y a pas d'obéissance. C'est une abbaye sans contrainte, contraire aux autres abbayes et une population différente de celle d'une abbaye classique, car l'abbaye n'est pas dirigée par un supérieur. Il n'y a pas d'horaire strict et de règlement précis. Se lever du lit comme bon leur semblait. Pas de tenue imposée et les Thélémites pouvaient sortir quand ils le veulent de l'abbaye de Thélème, au contraire de moines d'une vraie abbaye. Pendant que l'obéissance à l'autrui et l'application de la volonté propre est le premier fondement de la société monastique, cette abbaye idéalisée semble n'avoir aucune contrainte liée au culte de Dieu. Pas de prière. Les Thélémites peuvent se marier et leur amour possible et idéalisé sera éternel. S'endrement-ils à la fin de leur jour comme le premier de leurs noces et rester en harmonie,
aucun désordre, entendre parfaite, grâce à la vertu qui l'emporte sur le vice. La vie dans l'abbaye de Thélème est une utopie. Pas de loi et possibilité pour chacun d'agir selon son vouloir et franc arbitre. La devise « Fais ce que tu voudras » exprime la liberté totale, illimitée dans le temps, toute leur vie. Les télémites n'ont pas de contraintes et alors ils vont s'incliner naturellement vers la vertu et peuvent ainsi en communauté, sans loi et selon leur bon vouloir. Mais bien sûr, l'abbaye est réservée à une élite. Gens libères, bien nés, bien instruits, conversant en compagnie honnête, obligés de se soumettre aux désirs de chacun. Faire tout ce qu'à un seul voyait plaire. C'est une morale élitiste fondée sur l'honneur. L'abbaye de Thélème permet à Rabelais de dresser une critique de la religion et de rappeler l'importance de l'éducation dans son fragile système.